43 stagiaires de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Gabon, du Niger, du Nigeria et du Togo viennent de bénéficier de la formation Kringu à Abidjan. Ces agents de la marine et de l'administration publique ont reçu à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et à l'Institut de sécurité maritime interrégionale des outils pour lutter efficacement contre l'insécurité dans le golfe de Guinée. Les stagiaires ont passé 2 mois ici à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer à Abidjan pour apprendre les bases des connaissances maritimes qui sont nécessaires pour travailler dans le domaine de la gouvernance maritime et de la gestion de crise. Mais au-delà de cette formation, ce qui est important, c'est ce travail en communauté avec des jeunes cadres qui viennent d'administrations très différentes, bien sûr des militaires, des marins, des gendarmes, des douaniers, mais aussi des administrateurs des affaires maritimes, des gens des ports, des gens aussi de la justice, du ministère de l'Environnement, du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est un petit peu une découverte et je pense que ces jeunes cadres ont maintenant tout intérêt à continuer à travailler ensemble, à entretenir un réseau. Mais la formation Kringu nous a mis ensemble et nous a donné le fondement même du métier de mer. C'est vrai, moi je suis marin, mais les autres ne sont pas forcément confortables avec tout ça. Mais à la fin, tout le monde a eu un niveau acceptable pour pouvoir apprécier en temps de crise les documents, les comptes rendus, les sites web qu'on peut leur envoyer de la mer. Moi je pense que c'est très bien. Le projet Kringu s'inscrit dans la continuité des résultats du sommet interrégional des chefs d'État tenu en 2013 à Yaoundé au Cameroun. Cette rencontre a appelé au développement de la coopération dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités des administrations compétentes en mer. Initié en 2009, le projet Kringu fait partie du programme européen dénommé Route maritime critique. Les pays de l'Asie du Sud-Est et de l'océan Indien ont été les premiers bénéficiaires. Depuis 2013, le projet Kringu a été mis en place dans 8 pays riverains du golfe de Guinée. Dans quelques années, il va intégrer les modules de formation dispensés à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et à l'Institut de sécurité maritime interrégional d'Abidjan. Cette année, le comité Nobel a déjoué tous les pronostics en attribuant le vendredi 9 octobre dernier à Tunis le prix Nobel de la paix au quartet du dialogue national tunisien. Il s'agit de Mme Ouidet Bouchamaoui de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de Maître Mohamed Fadel Mahfoud, bâtonnier de l'Ordre des avocats tunisiens, d'Abdesata Ben Moussa de la Ligue tunisienne de la défense des droits de l'homme et du patron du syndicat historique tunisien UGTT. C'était pas inattendu parce que moi je crois qu'on a fait quelque chose d'exemplaire en Tunisie et ailleurs. C'est par le processus, par le dialogue que la Tunisie a réussi. La Tunisie est un petit pays, pas trop riche en ressources, mais riche en ces personnes et ces Tunisiens qui ont su montrer à tous que rien n'est impossible en Tunisie. Moi, je pense que cette consécration et cette reconnaissance internationale est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc, je me félicite et je félicite mes partenaires, bien sûr. Et surtout, je présente mes félicitations à tout le peuple tunisien et aux partis politiques qui nous ont aidés, qui étaient avec nous tout le long de ce processus, pendant des jours, des nuits. Et il y a eu des hauts et des bas, mais on a tenu bon. Donc il y avait la persévérance, il y avait cette volonté, cet amour pour la Tunisie qui a fait que nous avons réussi ce processus. C'est un message pour tous les peuples du monde, pour leur dire que tous les différends politiques peuvent être réglés par la voie du dialogue et non pas par la voie des armes. Et en Afrique, nous avons une tradition de règlement de conflits de cette manière, c'est-à-dire la manière de la quiétude en quelque sorte. Et j'ai en souvenir le défunt, le président Houphouët-Boigny, qui était un homme de paix aussi. Donc en Tunisie, je pense qu'il y a un message fort pour tous les peuples du monde, pour éviter la guerre, pour régler les différends politiques, parce qu'il doit toujours y avoir certains problèmes au niveau de la scène politique, et je pense que cette méthode est capable de régler les différends. Encore faut-il aussi qu'il y ait une société civile, comme je le disais tout à l'heure, qui soit assez forte, et le rôle des avocats
qui est un peu singulier, il faut le dire, parce que dans le monde, on a l'habitude des avocats qui ne s'occupent que de leurs affaires professionnelles. Et là, les avocats tunisiens qui ont une crédibilité, qui ont une histoire depuis des décennies, qui ont milité pour les droits de l'homme et pour la démocratie, je pense que c'est un couronnement aussi pour l'effort des avocats. Naturellement, ce prestigieux prix décerné à la Tunisie va avec des avantages pour le pays. Ce Cuerto a œuvré avec toutes les composantes politiques du pays, il n'est pas seul, avec tout le peuple tunisien, avec toutes les associations civiles pour œuvrer pour la paix sociale et pour le changement démocratique. Donc, c'est un prix Nobel pour nous tous, ça veut dire pour toute l'Afrique. Pour cette année, 273 candidats étaient en lice, parmi lesquels la chancelière allemande Angela Merkel. Tourdé, dans la commune du Plateau à Abidjan. C'est ici, au 16e étage, que s'est tenu le vendredi le lancement de la 3e édition du Salon international de la santé et du matériel médical. Du 21 au 24 avril 2016, les structures opérant dans les secteurs du matériel et équipements médicaux, pharmaceutiques et les professionnels de la médecine moderne et traditionnelle venus de toute la Côte d'Ivoire et des pays étrangers vont se rencontrer à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette rencontre organisée autour du thème « L'offre de soins dans la couverture maladie universelle vise l'amélioration de la qualité des soins en Côte d'Ivoire ». Notre ambition, c'est de devenir un hub de santé, un lieu de rendez-vous au niveau même de l'Afrique francophone et pourquoi pas de toute l'Afrique. Pour les organisateurs, ce 3e rendez-vous du Salon international de la santé et du matériel médical se veut l'édition de la maturité. Plusieurs innovations ont été annoncées à cet effet avec le soutien du Biolab, partenaire de l'événement. Les innovations, il y aura des visites thématiques. On prend un groupe de professionnels ou bien un groupe socio-professionnel et qui va venir visiter Mexi avec nous, échanger avec nous autour d'un thème bien précis. Ça peut être par exemple, je dis à titre d'exemple, ça peut être un groupe de députés qui va venir échanger avec nous autour des questions de la santé, autour des technologies médicales. Ça peut être un groupe de femmes qui vient échanger avec nous autour des technologies médicales. Donc nous allons échanger avec les professionnels et eux qui vont poser leurs préoccupations et on pourra apporter quelques réponses à leurs préoccupations et aussi on pourra attendre d'eux qu'ils puissent aussi nous donner des idées, des suggestions qui nous permettent toujours d'évoluer dans le secteur de la santé et surtout dans le secteur du matériel médical. Nous sommes des acteurs déjà de la santé, nos sociétés sont bien sûr dans le domaine biomédical. Donc il était important pour Biolab Israël de marquer sa présence lors de cette 3e édition à venir. Le Salon international de la santé et du matériel, encore appelé Medical Expo Côte d'Ivoire, va être meublé par des conférences et un forum scientifique. En 2014, la 2e édition a vu la participation de 152 exposants nationaux et internationaux et plus de 10 000 visiteurs étaient présents à cet événement. Ils sont environ 2 millions de Togolais à vivre à l'extérieur. Des milliers de membres de cette diaspora, par leur travail, leurs idées, leurs engagements et leurs réussites, font rayonner le Togo à l'international. Mais leur exemplarité, leur talent ou leur réussite sont la plupart du temps ignorés de leurs propres compatriotes. C'est pour remédier à cette situation que le gouvernement togolais, par le biais du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, a initié les réussites de la diaspora pour récompenser et valoriser les Togolais de la diaspora qui se distinguent tous les jours dans les domaines du social, de la santé, de la science, de l'entrepreneuriat, de la culture et des arts. Le gouvernement avait lancé déjà en 2010 un programme pour faire connaître les compétences de la diaspora. Il s'agissait, il y a 5 ans, de faire rentrer les Togolais de la diaspora à Lomé, afin que ces Togolais, nos compatriotes de la diaspora, puissent contribuer au développement économique et social de notre pays. Après 5 ans, nous pensons qu'il est important de continuer à encourager cette diaspora à s'associer au développement du Togo. Et nous pensons que le concept réussite diaspora va nous permettre de faire connaître encore des Togolais qui sont déjà brillants à l'extérieur, mais qui ne sont pas connus au Togo et par les autres. Nous avions des grands talents, nous avions des scientifiques qui, par leur parcours,
brillent à l'extérieur, mais malheureusement ne sont pas connus par le public togolais et par certains de nos compatriotes. Donc nous pensons que ce nouveau programme va permettre à toutes ces Togolaises et à tous ces Togolais de notre diaspora de se faire connaître et également au gouvernement de reconnaître ces talents qui sont cachés et de les valoriser. Le chef de la délégation de l'Union européenne au Togo et le représentant résident de la Banque africaine de développement ont décidé de soutenir les réussites de la diaspora initiées par le gouvernement togolais. La migration comme un phénomène, comme une réalité qui effectivement nos jours dans un monde globalisé prend une ampleur qui mérite de nouveau, surtout de la part des institutions publiques, une attention beaucoup plus particulière, un engagement et un effort plus particulier et plus décidé. Pour la délégation de l'Union européenne, pouvoir répondre positivement à la demande de Monsieur le ministre pour aider à que la diaspora soit mieux connue par les gouvernements, par les institutions, par la société. La diaspora togolaise transfère en moyenne par an 90 milliards. À partir de 2010, on a vu encore une augmentation de ces transferts, à peu près à 150 milliards par an. Donc sur le plan économique, la diaspora togolaise a un poids. Il va falloir fructifier cet apport. Il est important pour la Banque africaine de développement de faire intervenir tous les enfants de l'Afrique dans le développement de ce continent. Au cours de la semaine des réussites de la diaspora, les nominés seront invités au Togo pour partager leurs réussites avec les médias, les chefs d'entreprise, les partenaires techniques et financiers ainsi que les jeunes des universités et des grandes structures de formation. Une opportunité pour le gouvernement togolais de vulgariser sa nouvelle vision et les orientations stratégiques en matière de migration, de co-développement et d'implication de la diaspora pour en faire un véritable partenaire des programmes visant à concrétiser les objectifs de développement durable au Togo. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 novembre 2015. Un jury indépendant désignera les gagnants qui seront honorés lors d'une cérémonie officielle inscrite au programme de la semaine des réussites de la diaspora prévue en janvier 2016 à l'ONU. 4 heures durant, les responsables des entreprises européennes en activité en Côte d'Ivoire ont été informés et formés sur le nouveau Code du travail publié au journal officiel le 14 septembre 2015. Pourquoi un nouveau code? Quel a été son processus d'élaboration? Quelles sont les implications pour les entreprises et surtout, quelles en sont les innovations? Maître Jean-François Chauveau, avocat, et Maomar, chevronné des ressources humaines, ont éclairé les dirigeants d'entreprises sur le nouveau Code du travail. Les innovations, il y en a un grand nombre dans le code. D'abord, la principale, c'est que des dispositions qui étaient contenues dans la convention collective ont été transférées dans le code du travail désormais. Première chose. Deuxième chose, je vous l'ai dit, on a tenté, j'allais dire, de rééquilibrer les pouvoirs entre le chef d'entreprise et les travailleurs. Donc de nouveaux droits ont été accordés aux travailleurs pour assurer une meilleure protection, par exemple la protection des jeunes travailleurs, la protection des femmes enceintes dans le cadre de leur maternité, après les couches, pendant la période d'allaitement, donc des périodes plus longues leur sont accordées. De nouveaux droits sont accordés aux travailleurs quand ils sont en attente de rejoindre leur poste ou bien de le quitter. Des nouveaux droits leur sont accordés quand, par exemple, leurs familles et leurs enfants qui vivent habituellement avec eux doivent les rejoindre sur leur lieu d'affectation. Donc, disons qu'il y a comme ça une série de droits qui leur sont accordés. Les mêmes droits sont accordés aussi, j'allais dire, aux chefs d'entreprise quand on organise mieux, j'allais dire, les pouvoirs des représentations des travailleurs dans l'entreprise, par exemple, en limitant le nombre de syndicats de base dans l'entreprise, en restructurant, j'allais dire, l'organisation des centrales, des fédérations et des syndicats de base dans l'entreprise, en limitant le nombre de personnes protégées du fait de leur qualité de délégués du personnel. Donc là aussi, ce sont des droits nouveaux qui sont accordés à l'employeur. Et quant aux droits nouveaux qui sont accordés, disons, à l'organe de régulation du travail qui est l'inspection du travail, mais écoutez, il y a aujourd'hui des pouvoirs nouveaux qui sont accordés aux médecins inspecteurs du travail. Il y a plus de pouvoir qui est accordé à l'inspecteur du travail dans la mesure où les copies des demandes d'explication, des sanctions que nous infligeons aux travailleurs doivent lui être communiquées. Désormais, c'est l'inspecteur du travail qui préside la réunion d'information et d'explication dans le cadre d'un licenciement collectif. C'est à l'inspection du travail que devra se tenir cette réunion. Donc, disons,
chacune des composantes du monde du travail a vu ses pouvoirs réaménagés pour assurer un équilibre qui permette à tout le monde de se trouver dans un cadre qui n'est plus une relation, j'allais dire, conflictuelle ou de bras de fer, mais un cadre dans lequel l'ambiance, la coordination va promouvoir le développement des entreprises pour l'atteinte de performances au bonheur de l'entreprise. Étant entendu que dans notre entendement, quand on dit entreprise, on pense et aux travailleurs et à l'employeur. Si certaines dispositions de leur interprétation peuvent avoir des effets pervers dans l'ensemble, les responsables des entreprises européennes en activité en Côte d'Ivoire saluent la modernité du nouveau code et surtout sa conformité avec les dispositions internationales. Moi, je suis français et un journaliste britannique, il y a une dizaine de jours, écrivait que le code du travail en France, il faut une brouette pour le transporter, tellement il est volumineux. Et donc c'est quelque chose de paralysant. Le code du travail qui vient de sortir est un code du travail très raisonnable en termes de volume, très lisible, qui ne va pas nécessiter beaucoup de décrets d'application ou de précision, tellement le texte est clair, donc facile à utiliser à la fois par les employés et par les employeurs, et bien adapté, qui tient compte notamment des problèmes d'amélioration de la parité pour que les femmes disposent des mêmes droits, des mêmes conditions de travail que les hommes, de la même manière d'une meilleure insertion des handicapés, c'est très important. Donc une amélioration de l'égalité, une amélioration de la représentativité également du personnel, une amélioration de tout ce qui touche à la formation. Donc c'est une bonne chose. Notons que le Code du travail de 2015 est le 3e du genre. Les entreprises ont 6 mois pour se mettre en conformité. Cette conférence sur le nouveau Code du travail a été organisée par Eurocham, Chambre du commerce européenne en Côte d'Ivoire.